Merci. Bonjour. J'ai l'habitude de commencer par des petites citations pour montrer à quel point le machine learning, ça devient super important aujourd'hui. Donc voilà, il y a cette personne qui en parle comme de expecting, ça a l'air d'être un truc assez important. J'ai volé un slide à quelqu'un qui, selon lui, la moitié des applications qu'on utilise sur nos smartphones ont une composante prédictive aussi. Et il y a cette personne de chez Visa, donc, comme les cartes de crédit, je crois que c'est le Chief Data Scientist, qui en parle comme de la killer app du Big Data. Donc, Big Data, c'est bien gentil, on va stocker plein de données, analyser des grandes quantités de données, mais pourquoi faire? Apparemment, il y a quelque chose à voir avec le prédictif. J'ai volé d'autres slides à d'autres personnes. Je vous assure qu'il y a des slides à moi dans le truc, mais c'est juste que voilà. Ça, c'est un monsieur qui fait de la recommandation de produits. Alors, il illustrait le fait que sur Amazon, donc ça, c'est son Amazon à lui, où il y a tout un tas de produits qui sont mis en avant. Ça, ce qui n'est pas flouté, ce sont les parties qui sont spécifiques à cet utilisateur. Donc, Amazon a prédit que l'utilisateur, donc que David Jones, serait intéressé par ses livres, ses articles. Donc voilà, en fait, le site d'Amazon est quasiment entièrement prédictif. Il prédit les intérêts des utilisateurs. Et du coup, c'est le genre de fonctionnalité que les utilisateurs viennent à attendre sans savoir que derrière il y a du machine learning. On va voir qu'il y a du machine learning derrière. Mais ça, voilà, c'est le défaut sur les sites web maintenant, c'est d'avoir du prédictif. Pour le prédictif, on a besoin de machine learning. C'est tout un ensemble de techniques qui vont analyser des données. Donc sans données, on ne peut rien faire. Si on n'a que les données, on va juste pouvoir les enregistrer, les visualiser. On va pas pouvoir ajouter automatiquement une couche d'intelligence. J'ai vu sur le programme que c'est censé être une session tech, et en fait ça va pas du tout être le cas. Enfin, il y a peut-être 2 slides tech, donc désolé. Peut-être que les gens pensaient que machine learning ça faisait très technique. En fait, pour citer on va dire un data scientist, je ne sais plus exactement quel est son rôle chez cette boîte de trading. Le ML, comment le ML n'est pas vraiment du ML, non c'est quoi? ML, c'est pas ML, bon, je vous laisse traduire. En fait, on va parler business plutôt, c'est plus une session biz. Il y a un côté recherche quand même, parce qu'on est sur des trucs un peu innovants. Hein. Il va s'agir d'ajouter des fonctionnalités innovantes dans vos applications ou vos sites existants. Donc il y a un petit côté recherche et développement, pas le nier. Il y a un côté design aussi qui est assez important, parce que il faut qu'on pense des mécanismes qui vont permettre de récolter des données de la part des utilisateurs, qui vont permettre aux utilisateurs de nous dire si ou pas les prédictions étaient bonnes, sans que ça impacte de façon négative l'expérience de l'utilisateur. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, on a les couleurs du drapeau de la Belgique. Et quitte à avoir le mannequin vis ici, autant lui faire visser des lignes de code. Voilà, comme ça, on a vraiment tout le monde, on a tous les aspects, donc c'est plein, quoi. Je m'appelle Louis Dora, je suis entre autres l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Bootstrapping Machine Learning et qui est plus à destination des startups, voilà, pour leur expliquer comment ils vont pouvoir utiliser le machine learning concrètement dans leur projet. Et j'ai aussi créé des conférences qui s'appellent papis.io. C'est un nom un petit peu rigolo en français et en espagnol aussi. Papis pour Predictive APIs, donc des API prédictives, ça va être des outils qui vont permettre de simplifier la création d'applications prédictives. Ce que j'ai prévu pour cette petite session, c'est de vous parler du machine learning, le démystifier un peu, présenter quelques use cases, aussi voir que c'est pas forcément complètement magique le machine learning, donc voir quelles sont les limites qu'on a,
vous parler aussi, j'ai prévu de vous parler des outils modernes qu'il y a aujourd'hui pour simplifier la mise en place du machine learning. Et voir un petit use case, un cas d'étude où là il va y avoir un petit peu de réflexion business. Et enfin, j'espère que j'aurai le temps de vous présenter un petit framework qui va vous permettre de poser à plat des idées de l'utilisation du machine learning dans vos projets, dans votre société, sur votre site web. Donc c'est un peu comme le business model Canva, sauf que là c'est pour faire du machine learning et pas de créer un business model. Ok, alors, démystifions le machine learning. Ça, c'est un email que j'ai reçu en 2013, donc le slide est très vieux en l'occurrence, mais le principe est le même. A priori, c'est du spam, ça le sera peut-être plus dans quelques années. Mais voilà. La question qu'on se pose, c'est quel type d'email c'est? Est-ce que c'est du spam ou pas? Ce genre de questions, en fait, ce sont des problèmes de classification où il y a deux réponses possibles et ces réponses possibles, on les connaît, elles sont en nombre limité, on les connaît avant de se lancer dans le problème. Donc là, c'est spam et ham. Il y a deux objets intéressants ici. C'est l'email en question, donc cet email-là qu'on examine, et il y a la réponse qui est spam ou ham. Donc on dit que le premier, c'est ce qu'on appelle l'input du système de machine learning, et le deuxième, c'est l'output. Le principe du machine learning, c'est de collecter tout un tas d'exemples input-output. Donc là, en l'occurrence, un email et la réponse, est-ce que cet email est spam ou pas. À partir de cette base d'exemples, on va construire ce qu'on appelle un modèle qui essaie d'expliquer les relations entre input et output, de sorte à ce que dans le futur, on voit un nouvel input, on le rentre dans le modèle et ça nous donne une prédiction de ce que devrait être l'output. Donc là, dans le cas du spam, c'est quelque chose de pas très nouveau, mais voilà, il y a du machine learning derrière. Et ça implique donc le fait de pouvoir faire cette prédiction. On va pouvoir cacher l'email si on prédit qu'il est spam avant même que l'utilisateur le voit. Donc c'est bien une prédiction qu'on fait. On prédit que cet utilisateur ne voudra pas voir cet email avant même qu'il ait eu l'occasion de le voir. Et là, on voit aussi qu'il y a un petit problème, entre guillemets, pour utiliser le machine learning pour faire la détection de spam, c'est qu'il faut cette base d'exemples. Donc il faut un moment qui est un humain, ou plusieurs humains, qui ait dit ça c'est du spam, ça c'en est pas. Donc c'est les objets O qu'on a, c'est l'output. Il faut avoir des exemples d'input et d'output associés. Après vous me direz, il y a toute la problématique de comment est-ce qu'on crée le modèle, donc ça on verra plus tard. Je vais illustrer avec un autre exemple qui est dans l'immobilier. Je pense que ça parle à peu près tout le monde. Où la question qu'on pourrait se poser c'est combien vaut ma maison? Là la réponse va être un nombre. Et quand on pose des questions, donc quand on cherche à prédire des nombres, on parle de tâches de régression. Donc là, imaginons qu'on collecte des données d'immobilier et qu'il y ait des trous. Voilà, il y a des maisons qui n'ont pas été, des biens immobiliers qui n'ont pas encore été vendus, donc on ne sait pas à quel prix va être associé à la transaction immobilière. Et on va voir que en fait, le machine learning consiste à remplir les trous dans la colonne prix, la dernière. Donc là, je ne sais pas si c'est visible, ouais, le projo c'est bon, ça va. Ce qui est en jaune léger, c'est les données d'apprentissage, donc tous nos exemples input-output. Donc input, c'est les chambres, les salles de bain, jusqu'au le type de maison, le type de bien immobilier. Output, c'est avec le prix. Et en bleu, on a les nouveaux objets, donc ceux qui ne sont pas dans notre base d'apprentissage. On cherche à prédire quel devrait être l'output associé, quel est le prix associé. Donc voilà, ça correspond bien à ce problème-là. Et du coup, quand on y pense, si on doit se référer à des exemples, si on doit utiliser des exemples, une base d'exemples pour pouvoir créer ce modèle et faire ces prédictions, en fait, on fait quelque chose d'un peu intelligent, d'où le terme d'intelligence artificielle. Mais là, l'intelligence, elle est construite grâce aux exemples. Voilà, donc c'est un certain type de technique d'intelligence artificielle. Et on voit qu'en fait, là, dans le cas de l'immobilier, c'est super similaire à ce qu'on ferait nous en tant qu'humains. C'est-à-dire que si jamais on déménage à... J'ai vu qu'il y avait un truc avec Lyon et Boston. Imaginons qu'on déménage à Boston, un quartier qu'on ne connaît pas.
on ne connaît pas encore les dynamiques, ce qui va affecter le prix. Alors évidemment, on a peut-être des a priori sur le fait que les biens immobiliers qui sont grands, ils vont coûter cher. Mais voilà, on a besoin de regarder des annonces immobilières, d'aller sur un site d'immobilier pour voir des exemples et se construire notre propre modèle mental qui nous permet après de faire des prédictions. Okay, alors des use cases peut-être un peu plus concrets. J'ai deux types de use cases en fait. Le premier, ça va être plutôt des applications, et puis après des use cases, des applications, des apps, on va dire, ou des sites web. Et le deuxième use case, c'est un peu plus orienté business, utilité dans l'entreprise. On a déjà vu les deux premiers, mais je vais faire un tout petit récapitulatif. Le premier, input, c'est bien immobilier, l'output, c'est le prix. Spam, input, c'est l'email. Alors, je n'ai pas encore dit comment on caractérise ces inputs, comment on va caractériser le bien immobilier. J'ai montré une possibilité avec le nombre de chambres, etc. L'email, on va penser au texte. Il y a peut-être autre chose, mais bon voilà, sans rentrer dans le détail. L'input, c'est un email, à voir comment on caractérise. L'output, c'est un indicateur de spam. Et le priority inbox qu'on a sur Gmail, c'est un peu le même principe, sauf que c'est un indicateur d'importance qu'on va regarder plutôt qu'un indicateur de spam. Le dernier, est-ce qu'on a des Parisiens dans la salle? Est-ce qu'on a des utilisateurs du Transilien? Non, bon, perdu. Il y a une application qui s'appelle Tranquilien qui met en œuvre la prédiction d'affluence. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Bon, j'ai donné des petits exemples à chaque fois de sites qui utilisent vraiment, qui ciblent vraiment ces problèmes-là. Je ne crois pas que Se Loger ou des sites en France le fassent encore, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé, donc à voir. En tout cas, Zillow le fait et il s'est fait un petit peu pionnier là-dessus. Et même, ils prédisent le prix de l'immobilier à 1 an. Donc après, on a n'importe quel client mail, j'ai mis Gmail en l'occurrence. J'ai mis Gmail qui était un peu pionnier aussi sur le priority inbox. Et donc le prediction, prédire l'affluence, ça va servir dans le Transilien. Donc il y a une application qui s'appelle Tranquilien qui va vous dire, qui va vous prédire dans les 12 heures qui viennent l'affluence dans les trains, le nombre de personnes dans les stations. Et ça vous est utile pour s'il est, je sais pas, si vous commencez à penser à rentrer chez vous et à prendre le train, vous pouvez regarder, voir les prédictions et ajuster en fonction des prédictions pour prendre le train qui va être le moins bondé et le prendre au bon endroit sur le quai. Donc là, le problème, c'est qu'on a un point dans l'espace et un contexte. Donc un contexte, c'est quand on est, est-ce qu'il fait beau, tout un tas d'informations qui peuvent être utiles pour représenter l'état dans lequel on est quand on veut faire la prédiction. Et on veut, en output, on veut un nombre de personnes. Donc, problème de régression derrière. Alors, les exemples un peu plus entreprises, je les ai divisés en 3 grands axes. Le premier, c'est avoir plus de clients. Le deuxième, je crois que c'est mieux servir ses clients. Et le troisième, c'est les servir de façon plus efficace. Donc, avoir plus de clients. Alors, le premier truc à faire, avant de chercher à en acquérir d'autres, c'est de faire en sorte que les clients qu'on a déjà ne vont pas partir ailleurs. C'est ce qu'on appelle le churn, l'attrition. Donc on cherche à réduire ça. On va aussi chercher à acquérir de nouveaux clients, donc des prospects, des leads, et on va vouloir les prioriser pour ne pas passer trop de temps sur ceux qui ne sont pas prometteurs. Et aussi, quand on va adresser ces gens via des campagnes marketing, on va peut-être chercher à optimiser ces campagnes pour qu'elles aient un maximum d'effet. Donc là, le problème associé avec la réduction du churn, on a un client en entrée, un churn indicator en sortie. Pour les leads, probablement que ce sera intéressant de prévoir, étant donné un client potentiel, j'ai mis customer mais j'aurais dû mettre lead, prédire combien de sous on va gagner grâce à cette personne. Ce qui donne une façon de les prioriser super simple. Et l'optimisation de campagne, disons que pour chaque client ou lead, on doit choisir une campagne à lui adresser. L'input, ça devient un client et une campagne possible qu'on pourra lui montrer. Et l'output, c'est est-ce qu'il va cliquer ou pas, est-ce qu'il va être intéressé ou pas, est-ce qu'il va ouvrir l'email. Donc voilà, ça peut être, il peut y avoir
2 classes ou 3, à voir le niveau de classe, le nombre de classes qu'on veut, mais en tout cas un indicateur d'intérêt. Deuxièmement, donc, comment on va pouvoir mieux servir nos clients? Alors, j'ai listé là-dedans le cross-sell. Le cross-sell, c'est ce qui va correspondre à faire des recommandations d'items, de produits. Donc, a priori, si on peut recommander des produits qui intéressent le client, on le sert mieux. On va vouloir augmenter l'engagement aussi. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est trouver le prix qui va être meilleur pour l'ensemble de nos clients, pour un article donné. Donc là, en entrée, on a un client et un produit. On veut prédire si le client va être intéressé par le produit en question. L'engagement, ça c'est les gens qui ont compris que c'était pas du tout tech en fait. Et ça vient en fait un peu plus tard. Juste 2 slides, je crois. L'engagement, encore une fois, on a un petit peu un couple en entrée et on prédit un indicateur d'intérêt. Et le pricing, là, ce qu'on va vouloir prédire, c'est le nombre de ventes qu'on fera étant donné un certain produit et un prix pour ce produit. Donc après, on peut ajuster le prix, on peut jouer avec le prix, on voit comment ça impacte le nombre de ventes, on multiplie le prix par les ventes, et puis on peut comme ça, donc avec un tout petit peu de logique métier, trouver le prix idéal. Dernièrement, comment servir ses clients de façon un peu plus efficace. Donc de la même façon qu'on a cherché à prédire l'affluence dans les transports, on peut chercher à prédire la demande pour certains produits. Automatiser des tâches dans l'entreprise de façon générale. Je vais essayer de donner des exemples sur un autre slide en fait pour les 2 derniers et utiliser des applications d'entreprise. Mais en tout cas, la prédiction de demande, on a un contexte, on essaie de prédire combien de gens vont vouloir acheter. Donc un cas d'usage où c'est super important, c'est les gens qui vendent des produits périssables. Donc, voilà, on sort un petit peu du web, mais voilà, quand on vend des produits périssables, si on en envoie trop à la grande distribution, au supermarché, que sais-je, ça va pourrir, donc alors on perd de la marchandise. Si on n'en envoie pas assez, on aurait pu en envoyer plus et faire plus d'argent. Donc voilà, il y a un problème d'optimisation ici. Donc si on peut prédire la demande, on pourra mieux servir nos clients. Et j'ai choisi comme exemple d'automatisation de tâches un exemple dans la banque. Voilà, vous faites un prêt bancaire. Il y a eu 2-3 articles que j'ai vu passer sur Le Monde cette année. Donc tout ça pour dire que voilà, on commence à en parler vraiment dans le grand public. Voilà, vous remplissez un dossier de prêt. C'est ça le Credit Application. Vous demandez à avoir un prêt. Donc là-dedans, il va y avoir tout un tas d'informations sur vous, sur le prêt que vous cherchez à avoir. Et derrière, ce que veut faire la banque, en fait, c'est prédire si vous allez rembourser votre prêt ou pas. Si la banque prédit que vous ne le remboursez pas, ça va être un peu difficile d'avoir le prêt. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de pouvoir prendre en compte tout un tas de données et puis peut-être de faire les choses plus rapidement, avec moins d'erreurs que ce qu'on ferait avec un banquier. De toute façon, je ne sais pas si vous aimez les banquiers, mais bon. Voilà. Utiliser des applications prédictives, je vais vous donner 3 exemples pour ça. Filtrage de priorité des messages, donc des messages au sens large, ça peut être des messages en interne, mais aussi des messages que vous envoient vos clients ou vos utilisateurs sur un service client. Donc voilà, détecter quand il y a des gens qui sont vraiment pas contents et qu'il faut traiter tout de suite, ou que ça peut être urgent aussi, ou prioritaire pour une autre raison. Peut-être qu'il y a une échéance et que l'échéance approche et il faut pouvoir repérer ça dans le message pour le traiter très rapidement. Il y a aussi le routage des messages. Donc si vous avez des équipes dans différents pays et que, voilà, moi j'ai un exemple par exemple, Airbnb, sur mon téléphone il est configuré en anglais, mais parfois quand je loue des trucs en France, je vais envoyer le message en français, ou parfois, je sais pas, l'appli en anglais, je tape en anglais, je sais même pas pourquoi. Mais du coup, c'est bien d'avoir après un petit système qui automatiquement dispatche aux bonnes personnes. Le message est dans telle langue, on l'envoie à telle équipe. Ça peut être un peu plus fin que ça aussi, après ça peut être sur certains types de sujets, on sait que ça va être telle personne qui va mieux répondre au sujet de telle nature. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se fait pas mal, que j'ai vu dans certaines startups US, et pas que startups.
Et après, il y a tout ce qui est auto-configuration, voilà, simplifier la vie des utilisateurs de vos applications d'entreprise en les configurant automatiquement. Alors comment? Déjà, je vais repasser en vue les input-output. Priority filtering, c'était comme on l'avait vu pour le priority inbox. Message routing, on a une requête ou un message, voilà, j'ai choisi requête. On doit l'affecter au bon employé qui va bien la traiter. Et auto-configuration, imaginons qu'on a un utilisateur d'une application qui fait certaines actions et il n'a peut-être pas mis les bons settings, les bonnes préférences, ou peut-être qu'il y en a énormément et qu'il est débutant, mais voilà, il peut peut-être dire ce qu'il veut effectuer comme action, ou peut-être qu'on va le comprendre automatiquement en voyant son utilisation du produit, on va régler les paramètres en conséquence. L'idée avec tous ces cas d'utilisation, c'est de ne pas utiliser de règles. Donc c'est de fournir à fournir à la machine des données d'exemple et qu'elle crée les règles qui vont permettre de faire les prédictions de façon automatique. Et voilà, donc il y a, je crois que ça c'était un article de TechCrunch où cet analyste, enfin c'est VC, prédisait plein de bonnes choses pour la productivité grâce aux applications cognitives en entreprise. Donc voilà, machine learning et automation. Donc on a vu qu'on pouvait cibler plein de problèmes différents. Il y a beaucoup de use cases et qu'a priori il suffit d'avoir ces données d'exemple. Et du coup on va créer le modèle et voilà, on va faire nos prédictions, on va être super content. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de vraie magie derrière. On va voir qu'il y a des limites, des contraintes qui sont assez compréhensibles. Je vais donner un petit exemple ici où voilà, les data points sont des points en 2 dimensions. Donc les data points, c'est les objets, les inputs. Voilà. C'est pas le même code couleur que tout à l'heure, malheureusement. Mais voilà, imaginons que chaque input ait 2 attributs numériques. Voilà, même si c'est ordonné. Donc on place chaque input sur ce graphe. Et on a 2 classes d'objets. On a les bleus et les oranges. Donc voilà, les bleus, donc là on a des données, visiblement des données d'apprentissage, des exemples, une base d'exemples vu qu'on connaît la couleur des points. Et quand on voit de nouveaux points, de nouveaux inputs, on n'est pas leur couleur, donc je les ai mis en noir là pour l'instant. Mais quand même, voilà, on ne connaît pas leur couleur, mais ça semble assez évident ce qu'il faudrait faire dans le cas présent. Celui de gauche va être bleu, celui de droite va être orange. Voilà. Si on essaie de formaliser ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une ligne de séparation. Et quand on est d'un côté de la ligne, on est bleu, quand on est de l'autre, on est orange, et dans cet exemple, ça marche super bien. Cette ligne, en fait, c'est le modèle qu'on apprend. Là, c'est un modèle, pour le coup, peu linéaire. Première limite, c'est qu'il faut des exemples d'input et d'output. J'en avais parlé pour le spam, et ça, si vous vous souvenez, ça demande que des humains aient manuellement dit spam, pas spam, 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 pas spam. Donc ça demande un travail derrière. Donc il se peut que parfois on ait des idées de cas d'usage, et en fait la phase d'acquisition de données va être beaucoup trop compliquée ou beaucoup trop coûteuse, et du coup ça se transforme en problème de machine learning qu'on ne peut pas cibler. Autre problème, quid si on n'a pas assez de données dans nos exemples, si on n'a pas assez d'exemples dans notre base. Si on n'a pas assez d'exemples, il peut se passer ça, où on voit un nouveau point qui est a priori ni similaire à ceux qui sont de la classe bleue, ni similaire à ceux qui sont de la classe orange. Il manque des gens au milieu. En tout cas, il manque des gens dans la région où on voit ce nouvel input. Troisième problème, et je crois que c'est le dernier que j'avais listé ici. Qu'est-ce qui se passe quand les inputs similaires, donc les valeurs en abscisse et en ordonnée sont quasiment les mêmes, mais la couleur est complètement différente. Donc on a ça, et là ça devient beaucoup plus complexe de séparer les choses. C'est même, là pour le coup, impossible. J'ai envie de dire, notre hypothèse de base, c'est que si les inputs sont similaires, les outputs vont être aussi similaires. Dans le cas de l'immobilier, imaginons qu'on n'ait que 2 attributs, le nombre de chambres et le nombre de salles de bain. Là, en l'occurrence, on a exactement ce problème. Il y a des inputs qui sont complètement différents les unes des autres, avec des inputs qui sont similaires ou identiques, et des outputs qui, pour le coup, sont complètement différents. Ce qui manque, en fait, c'est qu'on n'a pas
assez bien représenter nos inputs. On n'a pas considéré assez de ce qu'on appelle des features. Donc voilà, encore un nouveau mot après input, output model. Un nouveau mot dans notre terminologie de machine learning, c'est les features. Donc là, il faut rajouter, en l'occurrence, 2 features. Ça permet de mieux s'y retrouver, de distinguer un peu les inputs qui paraissaient similaires. On se rend compte qu'en fait, elles ne sont pas toutes les mêmes quand on prend en compte aussi la surface du bien et la déconstruction. Donc récapitulatif, exemple d'input et d'output. Il faut suffisamment d'exemples, il faut suffisamment de features. Une autre chose qu'on a vue aussi avec le petit diagramme, j'aurais dû le remettre, mais c'est que voilà, le modèle est entièrement construit à partir de notre base d'apprentissage, donc de nos data. Donc en fait, si on a de mauvaises données, on va avoir un mauvais modèle. C'est ce qu'on appelle GIGO, garbage in, garbage out, voilà, tout simplement. Donc il y a vraiment un travail. Le travail se situe principalement sur la préparation des données. Si les données sont de mauvaise qualité, même si vous avez l'algorithme le plus sophistiqué du monde, si vous n'avez pas la bonne feature, ça va mal fonctionner. Si une autre personne utilise un algorithme beaucoup moins malin que le vôtre, mais que lui a pensé à rajouter dans les données d'immobilier la position géographique et l'éloignement aux stations de transport en commun, il risque de vous dépasser et d'avoir des conditions de bien meilleure qualité que vous. Donc voilà, très important, la qualité des données. Une dernière limite à laquelle on pourrait penser, si on regarde l'étude de McKinsey en 2011, l'étude qui a fait pas mal de bruit, c'est que on parle beaucoup de big data, il y a beaucoup de gens qui veulent s'y intéresser, mais malheureusement, il n'y a pas assez de data scientists, il n'y a pas assez d'experts, de gens qui connaissent le machine learning pour vraiment traiter tous les cas d'usage qui sont possibles. Donc du coup, ça peut être un bon obstacle pour une entreprise qui veut se mettre au machine learning, sauf que ça, c'était avant. Et que maintenant, on a des nouveaux outils. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'API prédictive. API, ça reste quelque chose d'un petit peu technique. On va vouloir programmer avec ça. Pour les gens qui ne programment pas, il y a aussi des outils. De façon générale, on va parler de machine learning as a service, où on va juste envoyer des données et le service, en l'occurrence, c'est la création de modèles et la création des prédictions à partir des modèles. Je vais vous donner un petit exemple je vais faire un parallèle en fait avec ce qui s'est passé au début des années 2000, je crois. Donc là, ça c'est mon site web, ou en tout cas c'est la page de mon bouquin. Allez la voir. Ça, j'aurais dû le faire avec du HTML, du CSS, du JavaScript, comme n'importe quel site. Sauf que j'ai pas choisi de faire ça. J'ai pas utilisé Wix, mais j'ai utilisé un truc un peu similaire qui s'appelle Squarespace, où je vais pouvoir graphiquement disposer mes éléments, choisir des layouts, tout ça vous connaissez. Sauf que voilà, c'est un truc qui est acquis aujourd'hui, mais qui au début des années 2000 l'était pas du tout. Donc il fallait vraiment faire du HTML, CSS, JavaScript. Et c'est plus trop le cas. Ça va fonctionner dans 80% des cas. On va pouvoir créer son site web sans avoir besoin de le programmer. Évidemment, il y a des cas où il faut quand même une expertise technique, mais il y a plein de cas, plein de gens qui peuvent avoir besoin de site web, on a pu leur trouver une solution sans avoir à programmer. Là, c'est un petit peu la même chose pour le machine learning, pour le machine learning as a service. On va pouvoir résoudre les problèmes d'une grande partie des gens, on va dire 80% des problèmes. C'est la loi de 80-20, c'est la loi de Pareto, voilà. Je ne trouvais pas le nom. Ok, donc là en l'occurrence, on a besoin de faire deux choses, créer notre modèle et utiliser notre modèle. Donc il y a deux phases dans le machine learning. Ça c'est un truc à bien garder à l'esprit parce que après quand vous posez des questions sur est-ce que c'est temps réel ou est-ce que ça l'est pas, du coup on parle de quoi? On parle de la phase d'apprentissage du modèle ou de la phase de prédiction. On va bien garder en tête les deux phases. Et du coup, dans les API de prédiction et dans les services de machine learning as a service, il y a deux fonctionnalités. Donc là, je dis deux méthodes d'API. Apprendre un modèle et prédire avec un modèle, qui ont à peu près cette tête-là. Donc la première, on met un dataset en entrée
ça va nous créer un objet modèle qu'on va pouvoir passer en paramètre à la deuxième avec une nouvelle input. Ça va nous donner une prédiction de l'output. Là, en l'occurrence, le dataset, ça va être un fichier CSV, ça peut être un Excel, ça peut être un format un peu plus optimisé, compressé, je ne sais quoi, mais CSV, déjà, ça suffit dans bien des cas. Ça, c'est un exemple de... Alors, BigML est un des... je les aime bien, mais je ne travaille pas pour eux. Est un des services de Machine Learning Service et propose une API de prédiction aussi. Et là, on voit que sur leur interface, donc là, on a une vue dataset où on voit les types de donc chaque champ, chaque feature, c'est une ligne. On voit le type de feature que c'est, est-ce que c'est textuel, numérique, catégorique. On a le nombre d'instances, etc. On a aussi ce petit bouton là, nuage, je n'ai pas de pointeur, mais on va à droite. Et on a ce one-click model, donc on peut créer un modèle à partir de ça en juste un seul clic. Et BigML ne sont pas les seuls, vu qu'il y a aussi Amazon Machine Learning qui s'est lancé au printemps, si je me souviens bien. Il y a Predixis en France, donc ça c'est le concurrent français qui émane de la R&D d'Orange, entre autres. On a Google Prediction API qui est un peu plus vieux, qui date de 2011, donc qui est intégré à la Google Cloud Platform, et BigML dont je viens de parler. Donc ça, tous ces services ont vraiment pour vocation d'ouvrir le machine learning aux développeurs, mais aussi, comme j'ai dit, il n'y a pas forcément pas obligé de passer par l'API, donc d'ouvrir au plus grand nombre, donc de démocratiser l'utilisation du machine learning. Qu'est-ce que ça veut dire si on essaie de se replacer par rapport à un contexte un petit peu historique où le machine learning était utilisé plutôt par des grosses sociétés, maintenant on va pouvoir faire ce que faisaient de grosses sociétés, mais dans nos sociétés plus moyennes, plus modestes, et dans nos startups. On va pouvoir faire des recommandations dans des sites e-commerce, comme sur Amazon. L'exemple que je donnais de David Jones, je vous invite à regarder, à le retrouver sur son Twitter, peut-être, ouais, il y a probablement plus d'infos sur son Twitter, sur son site, mais en l'occurrence, ils ont bossé sur un site e-commerce qui vend du vin en Australie. Et en tout cas, voilà, ils ont observé une chouette amélioration du chiffre d'affaires en mettant en place ces premières recommandations. Donc peut-être un système un peu creux, un peu simple, mais de partir de pas de recommandations du tout à des recommandations peut-être imparfaites, déjà ça a bien boosté le chiffre d'affaires. Et donc voilà, ils font un petit peu sur ce petit site e-commerce, c'est un petit peu comme sur Amazon, on a une partie customisée en fonction de l'utilisateur. Et donc, pour revenir au cas d'usage de la détection de churn, c'est quelque chose que fait Orange depuis très longtemps. Je dis Orange, mais aussi les autres opérateurs de télécom, où ils essaient de prédire quels sont leurs utilisateurs, quels sont leurs clients qui risquent de ne pas renouveler, afin de leur donner des offres promotionnelles pour qu'ils restent au final. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils font depuis un moment et que vous allez pouvoir faire aussi dans votre startup. Si vous vendez du SaaS, ça, détecter le churn, je pense que ça peut vous intéresser. Et là, j'ai un use case en tête, sauf que je ne suis pas sûr de pouvoir mentionner de qui il s'agit, mais en tout cas, voilà, dans ce cas d'application, ils avaient observé une amélioration dans la rétention, dans les campagnes de rétention des clients. Il y a un autre service qui est assez chouette, qui s'appelle ChurnSpotter, et je ne pose pas non plus pour eux, mais ils sont assez novateurs, donc je pense que ça vaut le coup de les mentionner. Ça va être un petit peu comme du BigML ou du Amazon ML, mais pour un type de problème spécifique qui est celui de prédire le churn. Donc on va quand même utiliser vos données à vous, qui viennent de votre entreprise, donc ça peut être des données qui viennent de Mixpanel, Stripe, Kissmetrics, et après, donc le système se plug automatiquement au service, récupère les données dont il a besoin, et vous allez ensuite pouvoir implémenter des règles qui vont utiliser les prédictions. Donc voilà, si je prédis que mon client, qui est un très bon client, il y a un gros risque qui churn, je vais envoyer peut-être un message préparé via Intercom, ou je vais peut-être vouloir prévenir mon équipe de support client via Slack,
ou n'importe quelle automatisation via Zapier. Donc ça, c'est assez novateur comme positionnement. Et là, du coup, on est sur un problème qui est très bien ciblé, qui fonctionne très bien. Voilà. On n'est même plus dans la R&D. Microsoft Azure ML, donc j'ai parlé des géants, Google, Amazon, je ne vais pas parler de Microsoft parce que eux, c'est un petit peu plus complexe leur service à utiliser. Il va falloir choisir comment transformer les données, les préparer pour l'utilisation avec tel ou tel algorithme, donc il faut choisir l'algorithme aussi. Ça demande un petit peu de connaissances, sauf si on choisit d'utiliser, bêtement, en mode out of the box, utiliser un de leurs templates. Donc ils ont une galerie de templates et on retrouve le truc de recommandation. Donc ça aussi, le problème de recommandation e-commerce, un problème qu'on sait très bien aborder. Et une alternative open source, Prediction.io, donc ça, voilà, complètement open source, avec aussi un système de template. Et c'est ça, en l'occurrence, qui était utilisé en mode out of the box sur l'exemple dont je parlais avec le vin en Australie, le e-commerce. Et pour utiliser tout ça, pour faire du machine learning, alors on a tendance à caser le machine learning dans le big data, mais on peut arrêter avec le terme big data. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses données pour faire des choses utiles. Et encore une fois, c'est pas la taille qui compte. Ce qui est important, c'est d'avoir moins des data. C'est ce qu'on va en faire, et c'est quel use case on va cibler, et comment est-ce que ça, on va prendre les bonnes décisions, créer les bonnes règles à partir des prédictions pour impacter le business de façon positive, pour créer un service plus sympa pour nos utilisateurs. Ok, alors il me reste à peu près 5 minutes. Je vais passer très vite, en tout cas plus vite que prévu sur mon cas d'usage, qui est le churn, comme vous pouvez voir, j'aime bien. Donc, si ça concerne une boîte qui vend du SaaS, la question qu'on se pose, c'est est-ce que mon client va rester ou va partir le mois prochain? Du coup, l'input, c'est client. L'output, c'est churn ou pas churn. On collecte des données en regardant toute notre historique jusqu'à il y a un mois. Et là, maintenant, on a la réponse, du coup, vu qu'il s'est passé un mois. Et on va peut-être comparer à une baseline qui consiste en une petite heuristique pour dire si quelqu'un va churner ou pas. Ça, c'est super basique. On va se dire que si la personne ne s'est pas connectée depuis plus de X jours, donc là j'ai 15 jours, on prédit qu'il y a du churn. C'est histoire de se comparer à quelque chose pour pouvoir avoir des mesures de performance qui vont être parentes. Du coup, le learning, on va dire que c'est OK, soit on utilise un truc à la Google Prediction ou Predixis ou autre, soit on utilise du churn spotter. Si on n'utilise pas le churn spotter, il va y avoir un petit peu plus de travail, il va falloir vraiment préparer ces données. Mais on se pose les questions du coup, comment est-ce que je veux représenter mes clients et qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai prédit du churn. Donc la représentation des clients, il y a plusieurs types de features, ça peut être d'attributs, du coup, ça peut être des informations très basiques, ça peut être des infos en rapport avec son utilisation du service ou ses interactions avec le support client. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il reste? C'est contacter le client. Donc il faut contacter nos clients qui sont à risque de partir. Mais dans quel ordre? Est-ce que je peux prioriser cette liste? Parce que si elle est longue, on ne va pas s'en sortir. Ou alors, ou alors. Si je les contacte, c'est pourquoi? Peut-être que je vais leur proposer de switcher sur un plan qui est plus adapté à leurs besoins. Ou peut-être que je vais leur donner une offre spéciale. Donc à voir quelle est la stratégie, pour quelle action on va faire une fois qu'on a prédit le churn. Et une autre possibilité, c'est de rien faire du tout, parce que peut-être qu'on peut créer un autre système de machine learning qui va prédire si le churn, on peut y faire quelque chose ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont churner parce que c'est la vie, je sais pas, ils n'ont plus de sous, ou peut-être qu'il y a juste un